plus proche des Lorrains, BLE Radio. Démarrer en s'imaginant qu'il n'y a au monde qu'une seule voiture, la vôtre, 0 de conduite. Chaque mardi, de 18h à 19h, retrouvez BLE Motors. Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission ce soir avec un programme très très chargé. On va parler comme d'habitude des news automoto. Ensuite on parlera des nouveautés 2020, 10 modèles que Martial a sélectionnés pour vous qui vont sortir cette année. On va essayer de suivre à partir de 18h30 le live de Ferrari qui va présenter la nouvelle Formule 1. Alors on va essayer de regarder ça avec vous. Bien évidemment, comme d'habitude, on parlera de news MotoGP avec Olivier. J'ai de nouveau préparé un petit quiz F1 pour les chroniqueurs. Alors là, aujourd'hui, on va parler des livrets, donc des couleurs, entre guillemets, des Formule 1. Et bien sûr, pendant ce live Ferrari, on va parler de tout ça et on va essayer évidemment de parler news F1. Et on conclura avec le calendrier des prochaines courses. Alors ce soir, je suis accompagné de 3 chroniqueurs en rouge Ferrari. Coucou. Martial. Bonsoir à toutes et à tous. À sa gauche, Seb. Bonsoir. Un petit peu malade, alors pardonnez-le s'il n'arrive pas à sortir toute sa plus belle voix. Et à droite, Olivier. Salut à tous. Et comme d'habitude, je voulais remercier le partenaire ITLF qui, grâce à ITLF, on a beaucoup d'auditeurs supplémentaires. Et ils ont eu du boulot ce week-end, hein, avec le vent, la tempête, les chutes d'arbres. Oh là 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 là. Je pense, ouais. C'était poste sur poste. Bon, bah on passe aux news. Let's go. C'est parti. Infotrafic Lorraine et Frontières. Consultez en un coup d'œil l'état du trafic, les accidents, les bouchons et les contrôles radars. Soyez avertis à tout moment sur la page Facebook. Tapez ITLF. De retour en live et donc du coup on vous a préparé quelques petites news sympas dont on va vous parler maintenant. Et première petite news un peu fun, c'est Emmanuel Macron, le président, qui était en visite en Pologne pour essayer de vendre tout ce qui était technologie française, et malheureusement après son entretien avec le président polonais, il a eu un petit problème avec son Renault Espace. Ça n'a pas démarré. Ça n'a pas Ça démarré. va, c'était rien de grave. Pas de chance. Par contre, on sait pas la température, peut-être qu'il faisait moins 30 là-bas. Ouais, c'est pas une excuse, hein. Les voitures, elles sont testées Bon, dans le Grand Nord. Ça le fait mal, le président il est censé représenter, comme tu dis, la France, et bah oui, comme noté, je crois que ça parlait même de Centrale, il me semble. Il y a même un journal qui avait tendance déjà à tailler un peu la France là-dessus. Bon bah là, voilà. l'image est un peu écornée, confirmé, encore quoi. plus. Ouais. Non, il est reparti en Citroën C6 quand même. Bon, c'est Ouais. Par l'ambassadeur. Il y a l'ambassadeur français en Pologne qui a volé à son secours et qui a prêté sa C6, mais alors attention, détail important, qui n'était pas blindé. Ouais, bon, au moins elle démarrait quoi. Au moins elle roulait. C'est ça. News voiture qui peut intéresser pas mal de personnes, c'est que ça y est, la nouvelle Golf, la Golf 8, est de nouveau enfin disponible à la commande. Donc c'est la 8e génération, il y a 4 moteurs proposés, 2 diesel, 2 essence pour l'instant. On retrouve 2 diesel, donc des 2 litres TDI de 115 et 150 chevaux, avec soit une boîte 6 pour le plus petit moteur ou une boîte DSG 7 rapports pour le plus gros moteur. C'est dans la lignée des Léon de toute façon. Ouais, on a parlé de la Léon la semaine dernière, l'Audi A3 arrive. Ouais, c'est toujours la Golf. Donc, toujours la même famille. Voilà, exactement. C'est les triplés quoi. 2 moteurs essence aussi également, un 1,5 litre TSI de 130 chevaux, pas de manuel, et un 1,5 litre TSI de 150 chevaux. C'est ce que Martial nous a parlé de temps en temps, c'est ce qu'ils appellent la micro-hybridation. Ouais, hybridation légère. Voilà. Avec un alterno démarreur. On avait découvert ça avec le Ford Puma la dernière fois, puis en fait finalement tout le monde le fait. Bah ouais, pourquoi pas. C'est bien, ça permet de réduire un peu le malus. Du coup, aussi, c'est surtout ça, ça fait une économie d'essence et des émissions, et donc du coup le malus chute. Ça fait à partir du moment où une technologie fait ses preuves, ils vont tous se jeter dessus pour faire leur version. C'est un peu comme partout tout le temps, quoi. Ouais, normal.
2 finitions, parce que c'est seulement la sortie du véhicule récente, ils appellent ça des finitions first. Voilà. Ah, d'accord. Donc voilà, on retrouve des finitions classiques avec forcément freinage d'urgence, régulateur de vitesse, etc. Enfin voilà, le classique. Entre guillemets. Ouais. Et sur la finition style, qui est un niveau un peu plus élevé, on va retrouver des feux de route automatiques, la conduite semi-autonome, des jantes un peu plus grandes. Et voilà, un niveau un peu plus au-dessus. Mais à quel tarif aussi? Alors les tarifs. Essence, donc l'essence de 130 chevaux, boîte manuelle, commence à 31 300 €. Est-ce que c'est pas un peu trop pour ce type de véhicule? C'est l'édition first. Est-ce que tu veux être le first, le premier à avoir ta nouvelle Golf, voilà. Ce qui plombe le tarif, c'est les options. Quand tu vois le prix auquel ils te vendent les options, est-ce que c'est raisonnable? Je sais pas. Ouais, là Volkswagen a choisi d'attaquer directement avec des finitions déjà bien équipées. Avec toute une instrumentation proche de ce qu'on peut avoir sur les tablettes actuellement en termes de manipulation. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant de tarifer ça aussi haut comme option? Je sais pas. Je pense qu'ils ont voulu attaquer tout de suite avec un modèle fourni en option, et peut-être que dans quelques mois on va retrouver des modèles peut-être moins aboutis, mais là l'idée c'était de frapper fort, quoi. Parce que 31 000 € pour une Golf, ça reste une Golf. Tu n'as pas les prix des hybrides encore qui vont arriver, tu verras que ça sera pas cher à côté. Aussi, oui, parce que du coup on a le deuxième moteur essence de 150 chevaux avec boîte auto qui a 35 000 €, 35 365 pour être très précis. Les diesels, donc avec le premier modèle qui n'est pas un micro-hybride et à 33 000 €. Et donc du coup, je suis à 150 chevaux. Martial me regarde avec un sourire. Attention, tu vas sortir le prix. Donc à partir de 37 800 €. N'importe quoi. Ah bah chacun ses goûts. Hein, si. Ça reste du segment C, quoi. Dépasser les 30 000, c'est déjà n'importe quoi. Ah là, c'est vrai qu'il faut être fan de la Golf pour être dans les premiers, dans la liste first entre guillemets. Autre news un peu plus fun, il y a eu un sondage au Royaume-Uni, et en fait il en est ressorti qu'en fait les personnes préfèrent payer un péage urbain que prendre des transports en commun. Est-ce que ça vous choque? Au Royaume-Uni. Ouais, mais voilà, au Royaume-Uni, on sait pas trop comment ça se passe là-bas. Bah, eux, ils payent déjà une taxe déjà pour Londres, je crois, du moment que tu as un véhicule thermique d'office. Donc eux, ça fait déjà, je crois, plus de 10 ans d'ailleurs qu'ils payent cette taxe. Plus, donc ils sont habitués à rajouter ça à leur budget automobile après. Oui, pourquoi pas. Et vous, est-ce que vous avez tendance à favoriser les transports en commun ou plutôt aller en voiture partout, même dans les grandes villes? En voiture. Dans les grandes... Ça dépend. Ouais, parce que dans les grandes villes, de toute façon, la voiture, pourquoi faire? Pour être à l'arrêt, rester en première pendant 45 minutes pour faire 12 km. Oui, moi qui habite Metz, si je dois aller au centre-ville de chez moi, oui, je prends le bus pour aller au centre-ville, je reviens. Ah oui, oui. Mais sinon, c'est les seuls cas de figure où je vais l'utiliser. Sinon, après, par exemple, pour les frontaliers, bon, ceux qui sont toujours dans les bouchons, peut-être que c'est une meilleure solution. Mais après, il y a transport en commun et transport en commun. Si maintenant, t'attends un bus qui lui-même est pris dans les bouchons et voilà, ça c'est problématique. Mais si maintenant c'est un tramway, un bon petit tram, comme on a, c'est carrément autre chose. Toutes les 3 minutes, t'en as un. Encore faut-il avoir des parkings aux arrêts de ces trams pour le prendre au début. En général, de plus en plus, ils les font maintenant. Ouais, des parkings wide. Ça commence à monter, oui. Bon, voilà, donc la statistique, c'était jusqu'à 77, les 3 quarts des personnes préfèrent payer donc ce péage urbain pour accéder à la ville. Après, à Londres, il n'y a pas de tramway, je crois pas. Londres, non. Je suis genre leur bus et leur taxi, mais ça s'arrête là. C'est les taxis, ouais, c'est ça. Ça y est, je t'ai cassé le truc là. Non, pas du tout. Je regardais mon point suivant, c'était à propos de la Ford Mustang, qui a été tout doucement repoussée et qui a priori va finalement sortir en 2022. Alors elle s'appellerait Mustang S650. Moi j'ai l'impression, on va en parler un peu après, mais en fait Mustang, j'ai l'impression que ça devient un peu comme DS chez Citroën, ça devient vraiment un peu une marque à part entière. On va la décliner on va commencer à décliner de partout. Bah indirectement, donc, ça l'a toujours été. Si tu regardes bien, il n'y a jamais vraiment eu l'Oval Ford sur la voiture. Ça a toujours été le cheval sur la calandre dès le début. Ouais. Donc ça a toujours été un peu comme la Camaro. Bon, sauf qu'elle garde le logo Chevrolet, mais ça a toujours été ces pony cars là, ils sont toujours dans leur petit
Mais c'est une voiture qui se vend bien, qui plaît bien, et puis surfe bien sur la vague commerciale Mustang. Ouais, carrément. Et du coup, bah oui, bon, après, une nouvelle Mustang programmée, de toute façon, depuis 2010, voilà. Celle actuelle, je crois qu'elle date de 2016, 2017, si je dis pas de... 15, 16. Ouais, voilà, dans les eaux là. Donc oui, il est temps de la renouveler. Maintenant, pour mettre quoi dedans? C'est pour mettre un 4 cylindres, ça sert à rien. Et il y aura peut-être même un peu d'électrique. Ah ouais. Alors là, ils ont déjà fait la Mustang là, il y a celle qui va faire non. Ils ont fait une électrique et un SUV en plus, alors qu'ils se la gardent. Ouais, un petit peu d'hybride. Bon, Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que la Mustang, c'est la voiture la plus vendue aux États-Unis. Bah, elle est pas chère. Elle est pas Là-haut. chère, voilà. Ouais, Mais même là-haut. chez nous, elle est pas très chère. Si tu prends le 4 cylindres, il est pas très cher pour ce que c'est comme voiture. Oui, le 4 Le cylindres. V8, il est un peu plus cher, EcoBoost. mais Mais après, quand tu regardes l'intérieur, ils sont un peu en retard, quoi. en Europe, si t'achètes une Mustang, tu l'achètes pas forcément pour rouler à 250, Bah, si 260. si j'achète tu une l'achètes pour la Mustang, gueule. c'est pour le V8, pas pour un 2 litres 3 EcoBoost. Bah oui, sauf que tu vas t'en servir où de ton V8 Là, ici. il est là le problème. Moi, C'est ça, le truc. rien que le nom, il me donne envie de pleurer. J'entends EcoBoost. Mustang EcoBoost. Ouais, tu vois, ça sonne pas bien. matche pas. Non, ça matche pas. Il y a un problème, ouais. Et bon, bah, malheureusement, pour l'instant, elle n'est pas encore officialisée en Europe, mais bon, on pense que S'ils qu'elle ont peut sortir. rapatrié la précédente, il n'y a pas de raison que il la rapatrient. Ouais, exactement. On va la voir, c'est sûr. Dernière news sortie, c'est à propos de l'Alpine A110 qui va être dérivée en deux versions. Donc une première version S, donc on suppose R. Ouais, la S, ça y est, elle est faite déjà. Ouais, la S est déjà là. Voilà. Donc là, on va avoir une R. Alors, est-ce que ça serait le R de radical? Donc, c'est-à-dire que ça serait un modèle poussé à Sûrement l'extrême. le moteur de la Mégane Trophy R à 300 chevaux, C'est ça, avec c'est certainement exactement des trains roulants modifiés, des freins modifiés, des suspensions modifiées. échappements. Exactement. Ouais, bah voilà, 150 000 €. Ouais. Non, je sais pas. Ah, Non, je sais Avec pas, le je malus, sais pas. avec le malus. Ouais, voilà, peut-être. Mais On n'a pas encore de news. quand on voit par que rapport la au prix, Mégane mais- Trophy R, je crois que dans cette les 80 80 000 Dans €, les 80. l'Alpine elle est déjà dans les alentours de 90, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Ouais, à ça, mon avis, dans les zones. Ah, surtout que là, comme tu disais, ils vont utiliser aussi des éléments de structure comme sur la Mégane, c'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal de pièces en carbone, donc forcément c'est cher. plus léger, mais plus cher. Ouais, Elle évidemment. est déjà pas lourde, alors une fois qu'ils vont avoir fait tout ça, ça va être méchant. Et bah si tu es toujours fan de la Alpine mais que tu n'as pas un budget illimité et que tu veux une un peu moins sportive, et bah tu auras la version T qui a priori sera un peu plus un peu moins Pour les agressive. tafioles, plutôt. c'est ça. Elle serait quoi entre la S et la R ou Non, ça serait le Non, modèle le c'est le plus low cost. calme entre le plus guillemets calme, d'accord. de la série. Ok. Ouais. C'est avec des finitions Dacia, moteur Dacia. Ouais, et tu divises le prix par deux. Voilà, c'est ça. Pas mal. Voilà, bon, ça c'était quelques nouveautés pour cette année, mais les vraies nouveautés, eh ben on va en parler maintenant avec Martial. Eh oui. Ah. De retour au studio avec Martial qui va nous présenter 10 modèles qui vont sortir cette année. Voilà, 10 modèles, parce que, comme on disait tout à l'heure, entre nous, il y a un peu plus de 151 modèles qui devraient sortir cette année, entre des déclinaisons hybrides, électriques, des restylages. Donc il y a du choix. On peut faire le tour des concessions, on devrait trouver ça au bonheur. J'ai sélectionné 10 petites... 10 petites. Non, il y a des C'est grosses, déjà pas il y a des mal, grosses quand même. ouais. Hein. J'en ai sélectionné, voilà, Ah, il y a une photo que j'aime bien en premier. Donc 10 voitures. On va commencer par celle-là, l'Alfa Romeo Tonal. Donc elle a été présentée au salon de Genève. C'est un SUV compact de 4 Habillé comme t'es, tu pourrais le prononcer correctement au moins. Tonale. Ah, voilà, on veut l'accent. Ouais, mais je suis pas italien, je t'ai habillé en rouge, mais bon. C'est un faux, c'est un faux. Ouais, exactement. J'aime juste les Ferrari et les pizzas. Voilà. Donc c'est un SUV compact de 4,40 m de long. Il est un peu plus court que les Tiguan et 3008. Alors, tiens, juste pour toi, hybridation rechargeable. Et voilà, et blanc, voilà. Ça a SUV, Tu l'aimes quoi. toujours, voilà. Ouais, mais ça a SUV déjà, donc bon. Donc il y aura un bloc essence 1,3 litre décliné en 130 et 180 chevaux, qui sera couplé à un moteur électrique de 60 chevaux. Donc voilà, on est toujours sur l'hybridation encore un peu léger. Logé dans le train arrière pour assurer une transmission intégrale. Donc au final, ça nous amène à 190 et 240 chevaux. Disponible en fin d'année et pas de prix annoncé pour le moment. Ouais, on en saura un peu ouais. plus dans quelques Donc, mois. Mais moi j'aime bien sa petite tête. Hein. Et les phares phares, sont c'est sympas. sympa. La Les voie est pas phares sont mal. sympas et la ligne de fuite sur le côté est assez chouette. Après, ça reste un SUV, donc je m'abstiendrai de tout autre commentaire. Olivier, toi tu aimes? Pas mal. L'avant, oui. Ouais, C'est on plutôt- retrouve la signature Alpha qui a son charme. Après, je pense que par la suite, ils vont faire des versions plus poussées au niveau moteur.
Notamment la QV, quoi. Je pense, ouais. À voir, on suivra. Écoute, on fera une. Si elle nous donne un coup de cœur, on le fera chez nous en fin d'année. Exactement. Pas mal, ouais. On verra bien. Modèle suivant. Modèle suivant. Et encore un SUV. Non, promis, c'est le dernier. Non, un autre. Donc, c'est l'Aston Martin DBX. Donc, c'est un V8 biturbo de 550 chevaux. Donc là, pour l'hybridation, on oublie. Origine Mercedes. Ouais, mais après, voilà, tous les moteurs Aston viennent de chez Mercedes. Mais qu'est-ce qu'il on aime ou on n'aime pas, mais bon. 700 Nm. On n'aime pas. On n'aime pas, ouais, non, moi non plus. Un Aston, voilà, avoir un moteur d'Aston. C'est vraiment raté. Quand tu compares ce que Lambo a fait par exemple avec l'Urus, moi qui aime pas du tout les SUV, tu regardes l'Urus, tu dis rien, tu te tais, tu regardes. Ouais, mais l'Urus, là c'est très discutable quoi. On va dire que celui-ci il a que le moteur allemand, que l'Urus il a tout le reste quoi. Ah bien sûr, oui, bah, ça c'est le. Non, mais en termes, c'est vrai qu'en termes de design là, sur l'Aston Martin, c'est raté l'Aston. On va pas chercher. J'ai regardé la vidéo de POA sur YouTube quand ils l'ont filmé au salon de Bruxelles là, il y a quelques semaines. C'est vraiment raté. Esthétiquement, c'est raté. Bon, on retrouve la calandre. Après, il faut voir les puristes. Quoi. Mais bon, les puristes déjà ils vont pas aimer ces SUV. Oui, dans tous les cas. Mais après voilà, je pense qu'à travers les SUV des différentes marques, on commence à s'habituer. On sait que maintenant n'importe quelle marque peut sortir un SUV quoi. Donc oui, bon. N'importe quelle marque. Non, tu vois, ça fait rager déjà. On n'a pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Hein. Donc, une boîte 9 rapports, le 0 à 100 4 secondes 5, 290 km/h vitesse de pointe. Le prix 193 500 €. Ouais. C'est le luxe à l'anglaise, hein, ou à l'allemande en tout cas. Et disponible aussi fin d'année. Ouais, pourquoi pas. Donc, voilà. Ensuite, on passe à l'Audi A3. On parlait de la Golf 8, la Léon. Quelque chose qui va peut-être toucher beaucoup de monde qui nous écoute. Ouais. Alors, c'est la 4e génération. Alors, essence avec hybridation légère de 3 à 5 cylindres. Donc la 5 c'est la version RS 3. Celle qui te scotche voilà, siège, la plus performante. Pour des puissants allant de 110 chevaux, donc ça c'est pour la plus petite, 330 chevaux pour la S3 et plus de 400 chevaux, on va supposer, pour la RS3. Donc 400 chevaux dans une petite A3, c'est pas mal déjà. Ouais. Donc à voir, hybridation rechargeable aussi, donc on a deux versions à 204 et 245 chevaux. On a aussi du diesel de 115, 150 et 190 chevaux. Et le prix sera à partir de 26 000 € et disponible à partir de mars 2020. 26 000 €, c'est pas mal comme prix d'attaque. Oui. Comment t'expliques qu'une Audi elle est moins chère qu'une Volkswagen? Ouais. Après c'était c'est vrai que Volkswagen on était sur une édition comme on disait de sortie, peut-être que les prix vont chuter derrière quoi, mais c'est vrai que quand j'ai entendu 26 000 €, j'ai fait quoi? Après c'est des prix annoncés un peu retrouvés, il faudra vraiment voir le jour de la sortie. C'est quand même. Et puis voir ce qu'il y a dedans quoi. Si tu dois pédaler entre guillemets. C'est tentant. Exactement. Ensuite, alors on va passer à Citroën GS ou nouvelle C4. On sait pas trop, en ce moment ça parle plutôt de C4, mais peut-être qu'ils pourraient surfer sur... Pour garder une historique entre guillemets quoi. Exactement. Donc alors finalement ils vont prendre un peu tout ce qui est sous-bassement de la 208 en rallongé. Ils vont rallonger. 100%. Peut-être la nouvelle C4. Bon. Et c'est laid. Donc mais elle va être 100% électrique. Celle-ci. Voilà. Avec une autonomie annoncée de 300 km. C'est petit. C'est petit, c'est petit. Pas terrible. En revanche, il y aura les amortisseurs hydrauliques, d'où comme la GS, comme l'ancienne. Ouais. En vrai. Donc livré de série, en hommage, comme je disais, à l'ancienne GS, dont elle pourrait reprendre le patronyme. Ça, on attend de voir. Sortie automne 2020. Ok. Ouais. Pourquoi pas. Une minute de silence. Un mois de succès pour celle-ci. Attends, tu vas être content, Seb, avec la suivante. La suivante, groupe Renault. Une roumaine, pareil, allez. Ouais, allez, une Dacia Sandero. Donc, c'est la plateforme CMFB, donc c'est inauguré par la Clio 5. Donc là, on ne se veut plus forcément, low cost, on ne reprend plus forcément des vieilles structures. On retrouve une structure récente qui a été élaborée récemment. Exactement. Et donc, si la formation se vérifie, donc ça pourrait être un bon coup de force opéré par le groupe Renault pour maintenir l'équilibre entre modernisation et abaissement des coûts. Donc, peut-être hybridation aussi. À voir. Donc pour l'instant on n'en sait pas trop plus dessus, si ce n'est que l'ancienne elle démarrait à partir de 8 000 €. Donc à voir celle-ci maintenant avec peut-être pour le moment on n'a pas la politique de garder le même prix entre la phase 1 et la phase 2. Ouais, mais si maintenant ils prennent un châssis de Clio 5, c'est pas... mais attention, le châssis de la Clio 5 c'est le châssis de la Mégane 4 hein. C'est la même plateforme parce qu'ils ont regroupé tout. Donc elle n'est pas si récente que ce que tu peux penser. Moi je pense que pour eux c'est une bonne stratégie. 2016 déjà. Ouais.
Donc je pense que pour eux, une stratégie, ce serait de garder un prix d'attaque assez peu élevé comme ça. C'est sûr, c'est comme ça qu'ils en vendent. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils veulent rentrer aussi dans l'hybridation Je pense pas. Il faut voir pour quel prix, donc quel type d'hybridation aussi. Ils peuvent peut-être s'y mettre. Le truc, c'est que pourquoi je te dis non, c'est que tout simplement parce que le modèle de fonctionnement de Dacia, c'est de récupérer des pièces déjà éprouvées, déjà développées, déjà rentabilisées de chez Renault, et de créer le strict minimum en éléments neufs, je dirais. C'est pour ça qu'il y a énormément de pièces du groupe Renault qui se retrouvent dans les différentes Dacia, que ce soit les boutons d'aération, que ce soit les pannes X, des boutons d'autres, des commodos, des volants, enfin bref. Exactement. C'est parce que c'est des pièces qui leur coûtent plus rien du tout. Donc s'ils mettent de l'hybridation dans une Dacia, il faut déjà que l'hybridation, elle a été rentabilisée chez Renault. C'est peut-être quelque chose qu'on va retrouver donc du coup dans 1 ou 2 ans. Quoi. Maintenant, ils peuvent peut-être changer un peu leur stratégie. Ils peuvent peut-être très bien essayer une petite hybridation légère et voir peut-être percer, peut-être qu'il y a une demande de marché dans certains pays. Il y a déjà ce niveau-là. Ça, il faut voir. Ça, il faudra voir si financièrement ça correspond à leur philosophie. Ouais, voilà, il y aura peut-être plusieurs déclinaisons. On trouvera peut-être un modèle donc aux alentours des 8 000 € sans trop de technologie et donc sans hybridation, et peut-être un modèle un peu plus élevé à 10, 12, 14 000 peut-être d'ici 2022, 2023 peut-être, ouais. En tout cas, on va suivre, évidemment. C'est une voiture clairement qui touche beaucoup de monde, donc c'est très populaire, évidemment. Quand t'as une voiture neuve pour 8 000 €, oui, tu touches beaucoup de monde, oui. Et forcément. Après, tu fais abstraction du design. Ah. Il y a des sacrifices, il y a des concessions à faire, forcément. Donc, je pense que exactement, mais c'est bien pour ça qu'elle se vend aussi bien. Quand tu vois ce que t'as, le rapport qualité-prix, il est imbattable. Ah bah ça, c'est certain. Il est imbattable. Et la prochaine, elle va pas être imbattable. La DS9. Donc elle arriverait enfin, la DS9, longtemps attendue, absente de 2 salons alors qu'elle aurait dû être là. L'Arlésienne de chez PSA. Donc exactement. Donc c'est la première berline statutaire de DS, voilà. Donc en fait c'était un peu compliqué, il y a eu un abandon de partenariat avec Changan. Excusez, ça doit être voilà, allié depuis 2011. Donc malgré cela, finalement la production de la DS9 s'effectuera aussi sur le sol chinois. C'est pour ça que finalement on va quand même la retrouver chez nous. Bon, néanmoins, il reste à craindre qu'elle s'écoulera davantage finalement chez nous, raison de l'insuccès rencontré apparemment de DS dans l'Empire chinois. Voilà, donc le gabarit il devra atteindre plus de 4,93 m. C'est une base de 508 L, donc un peu version limousine. Oui. Voilà, donc elle va vraiment être grosse. Ouais, c'est des modèles typés japonais, enfin chinois. Oui, c'est ça. De toute façon, les berlines maintenant, c'est ça. En tout cas, les berlines françaises. Et le moteur, c'est seulement un 260 chevaux en hybridation rechargeable, donc c'est un peu limite. Donc à voir si par chez nous après ils feront. Ouais, on va pouvoir la proposer au président Macron pour remplacer son espace. Si elle démarre. Celle-ci. Avec l'hybride ça devrait aller non. Ouais, voilà. Au pire il fera 100 mètres en électrique et après il y aura plus. Il appellera un plateau. Arrivé fin 2020. Ok. Et donc la suivante, la numéro 7 de la sélection, on parle de la Ford Mustang Match E, Match I, voilà, c'est vraiment la version british. Voilà, donc c'est l'anti-Tesla modèle Y, donc c'est le SUV Tesla. X. C'est le Y celui-là avec les... Tesla modèle X. Non, non, c'est le Y. Et Z. Donc, Z, il va y arriver aussi peut-être celui-là. Donc Ford est prêt à sacrifier. Donc, du coup, son label Mustang, comme c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le succès commercial, on va prendre le nom Mustang, quitte à faire une électrique, parce qu'il sera 100% électrique. Long de 4,71 m, il sera possible d'opter pour 2 ou 4 roues motrices et 2 capacités de batterie, 75,7 kW et 98,8 kW, qui autoriseront respectivement 420 et 600 km d'autonomie. C'est pas mal. C'est pas mal pour un gros SUV. 600 annoncés, si on le pousse un peu, on va descendre à 400. Ouais, 450, tu penses, la puissance elle suit aussi quand même. On part de 258, 285, 337 chevaux et jusqu'à 465 chevaux, mais ça sera pour l'été 2021 dans la variante GT. Ok. C'est comme déjà un beau bébé, on va dire. Ouais, c'est pas mal. La calandre pleine, entre guillemets, c'est quelque chose que j'avais jamais vu, mais forcément, en modèle électrique, on peut se le permettre. Ils ont vraiment copié un peu Tesla, un peu sur pas mal de choses, comme la conduite un peu semi-autonome, apparemment. Et il y aura un grand écran vertical, comme on a déjà pu voir. On retrouve aussi chez Renault maintenant, mais à la base, c'était Tesla qui avait inauguré ça. Le prix sera à partir de 48 990 € fin 2020 pour nous. Ok. Ah, pourquoi pas. C'est un modèle que je vais suivre. Le suivant, c'est le Land Rover Defender, retour. Ah, il est sexy. Ah, t'aimes bien? Il est beau, ouais, pas mal. Voilà, donc en fait, par contre, c'est fini avec l'antique châssis et échelle, au profit d'une caisse autoporteuse qui toutefois reste fidèle à l'aluminium. Donc ça, c'est très bien. Disponible en 2 longueurs, version court, version long.
Donc 110 lancé au printemps, puis 90 second trimestre. Il tournera en revanche le dos au pick-up. Ok. Pas de pick-up. Donc voilà, il démarre avec 200 chevaux, il y a un 4 cylindres diesel et aussi décliné en 240 chevaux. En essence, c'est un 4 cylindres de 300 chevaux suppléé par un 6 cylindres micro-hybridé de 400 chevaux. Alors un micro-hybridé, je pense que c'est simplement une hybridation légère. Ouais. À voir, voilà. Donc à partir aussi de 49 900 € et il peut monter jusqu'à 96 100 €, toujours hors malus. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le malus. Bien précisé, ouais. Et je trouve plutôt sexy, on retrouve des formes assez carrées, c'est bien parce que voilà, moi c'est l'idée que je me fais d'un land comme ça. Je pense qu'il fallait l'arrêter si on voulait vraiment casser le mythe Defender. Ouais. Parce qu'à la base, voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Seb? C'est quelque chose où c'est carré. C'est gros. C'est carré. Et t'aimes pas le carré? Ça fait. Le problème, c'est que là où justement l'ancien Defender par rapport au reste de la gamme, que ce soit le Range ou quoi, il se démarquait quand même un petit peu en termes d'identité visuelle. Je parle à la face avant. Là, ils sont entre l'Evoque, entre le Range, entre le Discovery, entre ça. Pour toi, c'est un mix de, c'est un peu un mix de tout, quoi. Ouais, du coup, c'est un petit peu dénaturé, quoi. Ouais. Ensuite, on va passer à la Peugeot 308 2020, la nouvelle qui va arriver. Donc en fait, elle reprend l'ancienne plateforme MP2. Parce qu'elle est assez récente et tout, donc elle va être reconduite. L'hybridation rechargeable, à défaut d'une version 100% électrique qui est réservée uniquement aux 208 et 2008. On passe de 225 chevaux qui seront cumulés sur ce groupe motopropulseur grâce à l'association d'un bloc essence 1,6 litre turbo de 180 chevaux et un moteur électrique. Donc ce dernier devrait garantir 50 à 60 km d'autonomie en full électrique. Le gabarit, lui, il va évoluer sensiblement pour maintenant atteindre les 4,30 m en silhouette, 5 portes, suivi quelques mois plus tard de la variante break en SW. Prix à partir de 21 000 €, c'est une estimation, septembre 2020. Ouais, ça c'est en gros, ils ont mis l'avant d'une 508 sur une Mégane 4, quoi. Elle est pas mal. Oui, elle garde le look actuel des Peugeot, quoi. Donc, aussi, avec les crocs à l'avant, comme on avait déjà pu voir avec la 508. C'est comme ça qu'ils appellent les Croled, non? Croled, les Croled. Ouais, les Croled. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier? Pas mal du tout. Ouais, j'aime bien aussi. Le design, ouais, pas mal. Peugeot sur la 308 ramène souvent des choses assez intéressantes qu'on retrouve après dans le design de la 208. Moi, je suis fan. Martial, toi t'es les Peugeot elles sont toujours belles, c'est un peu comme les Alpha en fait, hein, donc elles passent toujours bien. Après, elles rencontrent un vrai succès. Peugeot en ce moment, c'est vraiment. Tu compares Peugeot à Alpha? Non, je peux pas comparer évidemment. Mais je veux dire entre l'extérieur, elle est quand même belle, l'intérieur, le high cockpit, il séduit quand même énormément de gens, qui fait assez moderne. Le petit volant. Voilà. Après, si au niveau tarif, elle se place bien et donc pourquoi pas. Hein. Et après, tu vas nous parler d'une autre française. Une Clio, voilà, tant qu'à faire. Hein. La Clio, mais hybride, parce que les Clio et Capture hybrides vont arriver. Alors, on se rappelle que Renault au début ne voulait pas du tout faire de l'hybride et rester que en full électrique avec la Zoé. Finalement, il cède un peu quand même. Hein. Donc, on parle d'une hybridation simple. Elle vient un 4 cylindres à litre 6 de 91 chevaux associé à un bloc électrique de 48 chevaux. Donc, pour cumuler un tout de 140 chevaux. Donc, ce dernier épuisera son énergie dans une batterie de 0,72 kWh, 80 km en tout électrique, à partir de 22 000 € en juin 2020. Ok, intéressant. Bah oui, finalement, elle est même un peu plus chère que la 308. Merci Martial. Franchement, un peu plus cher, ça fait. Ouais, bon, à estimer, c'est toujours pareil. Il faudra bien voir exactement qui a quoi en série. J'étais en train de regarder parce qu'a priori, dans 2 minutes, on va voir le début de la présentation de la Ferrari. Alors, on va essayer de faire ça techniquement, de rendre ça techniquement possible. On va essayer, du moins, c'est une première. Hein. On va essayer. Je vous mettrai les images dans 2 minutes. En attendant, on va passer au quiz F1. Aïe. Loud and clear. Hey, listen. They were done. Done. See you later, sir. Alors, de retour en direct pour parler de la finition, enfin des livrets de F1, pardon. J'étais déjà en train de préparer ma question parce que je vois Seb avec un grand sourire. Il est chaud, il est prêt à répondre aux questions. Ouais, c'est l'historien de l'équipe. Ouais, alors j'ai du facile et j'ai du moins facile. Alors on va commencer tout les faciles, moi. Non, Martial, vous êtes tous les trois experts F1, donc je compte sur vous. Je commence avec une question très facile. L'année dernière, la Mercedes, lors de sa présentation, avait une petite particularité. Est-ce que vous en souvenez? Sur sa livrée, donc. Ouais.
une livrée spéciale. Et ben en fait, comme elle était présentée le jour de la Saint-Valentin, elle était en mode romantique avec des petits cœurs et des couleurs. Oh, ok. Et pourtant, j'allais même pas dans vos souvenirs là. Ouais, Pas très loin, on l'a pas vu longtemps, du coup, c'est des détails qu'on zappe vite. Ouais. Attention, question, rapidité, mais on va laisser Martial répondre. Oh non. Moi je compte sur Seb. Pourquoi les Ferrari sont-elles rouges? Bah en fait voilà, c'est simple, à l'époque chaque pays avait sa propre couleur, c'est comme ça qu'on les différenciait. Donc l'Angleterre par exemple c'était vert, la France c'était bleu, l'Italie c'est rouge. C'est pour ça que les Alfa Romeo aussi étaient rouges en compétition à l'époque. Et ben voilà, donc vous savez maintenant Impeccable. pourquoi les Ferrari sont rouges. Et elles ont gardé ces couleurs-là quasiment toutes les courses. C'est l'identité, ouais. Ça c'est ma question. Tout comme les Lotus sont vertes et voilà. Oui, Par exemple, C'est ma petite question piège. Ouais. Est-ce que Seb, tu sais de quelle couleur les Ferrari ont été pendant 2 grands prix? Blanche. Et c'est pas rouge. C'est blanc, je crois. Il y a eu du bleu. La bleue, oui, c'est la couleur d'Italie à la base. En fait, ce qui s'est passé, C'est parce qu'à la base, les voitures devaient être bleues, mais vu que la France c'était aussi bleu, ils ont dû changer, ils ont pris le rouge. ah mais C'est ça là, la vraie histoire de la couleur de Ferrari. l'histoire en fait c'est on va regarder le live, t'inquiète pas. Moi je le vois, voilà. Mais... En fait, l'histoire, c'est que il y a un moment, Ferrari voulait vendre des voitures de course et dont un modèle particulier. Et en fait, la FIA a imposé qu'il y a un certain nombre de modèles qui soient produits de série. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens de la FIA ont débarqué à Ferrari pour compter le nombre de voitures. Malheureusement, il n'y avait pas le compte. Il y a même une histoire qui dit que pendant les pauses, les gens de Ferrari déplaçaient certaines voitures d'un coin de l'usine à l'autre coin de l'usine pour faire croire qu'il y avait plus de Ferrari. Donc le problème, c'est que ils ont voulu interdire Ferrari de la vente de cette voiture, et donc ça a mis Enzo Ferrari dans une colère monstre. Donc il a menacé de se retirer de la Formule 1. Et c'est ce qu'il a fait. Mais comme il restait plus que 2 grands prix sur la saison, les voitures ont couru sur, entre guillemets, des couleurs neutres. Et voilà, donc on va pas aller dans les détails, mais pour 2 grands prix, les voitures ont été rouges. Et bien sûr, comme c'est Ferrari... Bleu. Oui, pardon. Et bien sûr, comme c'est Ferrari, Ça a choqué. tout est rentré dans l'ordre et Enzo Ferrari a pu sortir les modèles de voitures qu'il voulait. Alors, on parlait des couleurs par pays. Est-ce que vous connaissez la couleur de l'Allemagne? Gris. Perdu. Non, C'est blanc. Blanc. Mais- J'ai hésité. Blanc. Mais, Le maillot mais, de foot. mais tu Noir devances aussi. ma question. Alors, est-ce que tu sais pourquoi les Mercedes, qui étaient donc du coup à la base blanches, sont devenues grises? Oui. À cause de l'alliage. Non, c'est parce qu'ils ont dû frotter la peinture pour alléger la voiture. Ça, c'était au Mans, ça. Exactement. Bien. Ouais. Non, non, c'était en Formule 1, c'était pas En, blanc. en 1934, Mercedes a dû poncer les voitures et donc le blanc est Parce tout que les doucement peintures parti. qu'ils utilisaient à Elles étaient l'époque, trop lourdes. il y avait du plomb ou je sais pas quoi dedans, elles étaient super lourdes et ils ont poncé les bagnoles pour gagner du poids. Exactement. Et d'où les flèches d'argent. Un petit cours d'histoire encore Magnifique. une fois. Ouais. Pas mal, pas mal. Ah, je Euh, pensais que c'était au Mans, moi, qu'ils avaient fait ça. et alors, non, mais est-ce non. que vous savez pourquoi les McLaren sont oranges? Couleur de la C'est la Néo-Zélande. couleur de Bruce McLaren quand il a Voilà. démarré. Oh là là, qui sont forts, tu vois, vous êtes costaud, vous êtes costaud. C'est pas dur, ça. Et un petit cours d'histoire encore une fois. Non, c'est pas histoire là, c'est plutôt il y a un moment, il y a une écurie qui a dévoilé 2 livrées en même temps. Bar BAR en 2006, il y en avait une blanche et rouge Lucky Strike et une bleue et jaune 555 comme il y avait Avec sur les Jacques Subaru à Villeneuve et l'époque. Trulli. Oui, trop Ouais, beau. C'était- exactement. C'était Jacques Villeneuve et Ricardo Zonta à l'époque. Ouais, Zonta. Non, Zonta. Zonta, ouais. Zonta. Et c'était en Ouais. 2007. 2007. Oh là là. Moi, c'est ce que j'ai 2007. noté. Hein. Ou alors C'est peut-être que, 2006. peut-être que je sais pas lire aussi. Je sais plus, mais c'est vrai qu'ils ont eu plusieurs fois des doubles livrés avec Mecha Chrome. Et du tout, coup, ça a été Ouais. interdit par la FIA et du coup, ils ont dû scinder chaque voiture en 2 couleurs. Une fois, ils étaient en Winfield. Oui, ils se sont amusés. Ah, Non, Winfield, c'était Oui, Williams. ça c'était avant. Mais je c'était dirais Williams. avec les 2 livrés avec Villeneuve aussi, il me semble, non? Non, non. Là, ils sont amusés à faire une voiture C'est BAR bicolore. avec Villeneuve. Ouais, avec, je me rappelle, même il y avait la barre Honda aussi avec la Mais- planète qui était Bah, dessinée sur le ouais, côté. ça, voilà. c'était en 2008. Ça, c'était 2007 Ouais, 8. 2008, Ouais. quand il y avait Button et Barry. Ah oui, oui, exact. Oui, Ça, exact. ils ont fait un sacré cirque avec leur livré là. Oui, Prenez ils ont rien, souvent à un eu des moment, livrets un peu spéciaux. Ouais. Alors, je vais essayer de mettre le live de Ferrari. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes Bon, là, pour Martial l'instant, il joue du violon là. Mais Oh là il là. devrait bientôt la découvrir. Oh C'est là dans là. un théâtre en même temps, j'ai envie de Voilà. dire. On va essayer de faire ça. On va voir si c'est techniquement possible. Oui, c'est un peu spécial parce que là, actuellement, ils sont dans un théâtre en Italie. Un théâtre Est-ce qu'ils vont la historique. révéler avant 19h? C'est surtout ça la question. Non, en principe, oui, ça va vite. Après le là. blabla, Suspense, et ça, tout on l'aura oui, en le- live. Voilà, on l'a en live avec. Ah bah voilà, nickel. Ah oui, oui, de la belle musique.
Tu as ça? Ok. Ah ouais, nickel. Vous allez le voir dans l'écran dans quelques secondes. Allez, je continue mon quiz. Vas-y. Allez, en fait, je voulais déjà vous donner un indice, mais on va faire plus simple. Vous vous souvenez de quelle couleur était la première F1 de Schumacher lors de sa première pige? Jordan verte, oui. Et pourquoi elle était verte? le sponsor. Oh là 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 là, mais il va juste tu dans réponds le trop détail. vite Il là. répond vite, ouais. Mais c'est pas grave, Francorchamps c'est 92. Eh oui, eh oui. Exact. Bon, allez, je continue avec le détail. Vous connaissez tous Red Bull Racing, mais Red Bull est en Formule 1 depuis plus longtemps. Bah oui, c'était Sauber avant, Sauber Petronas, sponsorisé par Red Bull. Ouais. Qui avait En effectivement 2001 à l'époque, 2000, 2001. Ah, Alors, 2001, Jaguar Cross 2001, elle avait le nez blanc, non? moi je cherche. Donc ma question à la base c'était en quelle année a-t-on vu pour la première fois Red Bull sur une Formule 1? 96 2000. Ouais, j'irais 2000-2001. C'est Olivier qui brûle. C'est Olivier 2001, qui c'est brûle. la première année de Kimi. Voilà, Kimi Raikkonen, Kimi, il avait déjà le sponsor Red Bull. Et je sais qu'il y a même Jean Alesi qui a roulé avec une Sauber Petronas avec les couleurs Red Bull, mais c'était plus tard, c'était en 2004, je crois, ou 2005. Oh non, bien avant, non? Non, c'était après. Ouais. C'était après. Jean c'était Alesi. Ferrari. Allez-y, il est parti de chez Ferrari en 95. Et ben la réponse c'est 95 sur la Sauber. Ah, c'était déjà 95? La Sauber, ouais. Et ouais. Parce qu'à l'époque, Sauber, ils étaient avec des moteurs Mercedes. Et tu vois, Olivier était pas loin. Hein. Il était à 96. Hein. 96, ouais. Là, c'était cassement de titre, c'était pas. On a toujours de la musique, hein, on a toujours Ouais, il joue du violon, hein, c'est magnifique, voilà. Non, c'est un beau cadre. Dès qu'on a les images de la Formule 1, on arrête tout et on regarde ça. Oh non, mais là, non, parce que je viens de regarder Seb, je sais qu'il va répondre en 2 secondes encore. Il y a un moment, Renault, dans son histoire, a été associé à une banque. Saxo. Laquelle? Saxo Bank. Ou alors, il y avait aussi la banque du groupe Renault. ING. La Diac. Moi, je vais chercher la réponse ING. de Martial. Ouais, ING, Martial, ouais. Orange. Ouais, j'allais le dire, j'allais toutes les faire. Donc, Ah ouais, je vois ça. Mais en ils sont partis d'ailleurs en 2009 suite au Crashgate. T'as les, oui, Exactement. du neveu Piquet. Nelson Piquet Junior. Nelson Piquet C'est Junior. le fils Piquet. Fils? Bah oui, c'est son fils direct. Oh merde. Ouais. Ah bah, heureusement que t'es là pour me corriger. Hein. T'inquiète pas. Bon, ça va pas là, vous êtes trop rapide. Dernière petite question. Il y a une Formule 1 qui a débuté le week-end sans sponsor et qui, après les essais libres, a eu un sponsor qui est arrivé sur sa livrée. C'était pas les Browns? Oui, C'est les Browns GP, hein. Avec Virgin. exactement. Ouais. Et quelle année est-ce que tu 2009. 2009, l'année où ils ont été champions du monde. Oh là là, vous êtes trop fort. L'année où ça a changé. Ouais. Ils ont eu d'abord Virgin, après il y a Monster qui est venu, et après il y a un autre truc de banque. Quand ils ont commencé à gagner, ça a vite ouais. afflué, quoi. C'est ça. C'est pas marrant, hein. Vous répondez trop vite à mes questions. Bah, fais-en plus. Ah bah, le prochain coup. Ouais. Après, là, j'en avais une dizaine. Au prochain coup, je vais en prévoir 20. Et je vais prévoir des trucs plus difficiles quand même. Bah ouais. Bon, si je vous ai trouvé un petit piège sur la Ferrari qui était bleue pendant 2 courses. Voilà. Ouais. C'est déjà ça. Ah, alors sur le live Ferrari, on arrive tout doucement. Ça va parler pendant 10 à la minutes. présentation. En général, il parle après une fois qu'il. On n'a plus de musique. On n'a plus de musique, mais au moins on a des présentateurs sur scène. Ouais. Donc on espère tout doucement Je pense qu'il pouvoir va y avoir une petite vidéo qui va arriver. une petite rétrospective. Et c'est encore plus. Voilà. Il y a autant de. Encore il y a 10 autant minutes, peut-être. de suspense que sur la présentation d'un nouveau produit Apple. Hein. Bon, déjà, elle sera rouge. Voilà. Ça, c'est normalement. Hein. Je pense qu'il y aura un gros drapeau italien parce qu'ils sont dans le théâtre. Faut peut-être quand même rappeler, c'est un théâtre historique où ils ont dessiné le drapeau de l'Italie, le drapeau tricolore il y a 223 ans. Ouais. Donc je pense qu'ils vont faire un petit rappel là-dessus. Ouais, est-ce que Ouais. t'imagines qu'il y Rouge aurait mat. du vert et du blanc sur le. Ouais, c'est possible, Un ouais, peu, ouais. Ouais. Et puis On a eu il y a regardant les quelques. couleurs match, je Il y a eu pense. quelques années où il y avait quand même pas mal de blanc. 2016, la dernière année. Ouais, avec la période Alonso notamment. Non, Vettel Raikkonen, 2016, Oui, t'avais Vettel toute la Raikkonen. cheminée, la prise d'air capot qui était blanche. Ouais, l'aile de requin. Et qu'on devrait retrouver d'ailleurs cette année encore. Sur Un peu le plus design. accentué parce que maintenant ils leur imposent de mettre une plaque sur le côté pour le numéro de la voiture et donc du coup cet aileron de requin devrait être un peu plus grand. Ok. Donc Et on la verra prise, bien. et une prise d'air triangulaire qu'on devrait retrouver sur pas mal de modèles, Ouais, c'était le format Ferrari l'année dernière. Donc, notamment sur la enfin. As Oui. 2020. Quelle magnifique transition. Quelle magnifique, la Ferrari grise. la As 2020 qui a été révélée en images entre guillemets cette semaine. Surprise d'ailleurs.
Ouais, Parce qui qu'il a était surpris attendu tout le pour monde. plus tard. S'attendait pas là. On avait le show Ferrari qui disait nous serons les premiers à vous présenter notre voiture, et en fait on a eu du coup la As qui a été dévoilée en toute première en photo. On a une Ferrari C en fait. Une Ferrari de l'année dernière entre guillemets quoi. Ouais, ils reprennent une partie d'Alfa Romeo. Bon, ils ont le petit trou à l'avant dans le museau qu'on peut retrouver aussi, qui était chez Alfa, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'éléments de Ferrari. Qu'ils appelaient la tête de Dark Vador. Exactement, c'est vrai en plus. D'ailleurs, j'ai noté 5 points de design qui va peut-être permettre à la As de retrouver un classement un peu plus haut, qui est après une année 2019 difficile. Notamment au niveau du nez, on retrouve des appendices aérodynamiques qui vont faire en sorte que l'air passe beaucoup plus facilement sous la voiture. Ils ont fait une cape à la Mercedes, quoi. Exactement. Ouais, bon, après elle va quand même à l'avant. Il y a quand même un changement cette année à l'avant, c'est qu'il ne devrait plus y avoir de pièces de métal à l'avant. Ça devrait être du plastique ou quelque chose qui casse pas pour pas tailler les pneus en fait, pour pas crever. Ok. Ça c'est une différence de cette année par rapport à l'année dernière. Ça a l'air pas mal. Donc, le problème, je pense aussi, c'est la taille de l'aileron avant, hein, qui fait 2 mètres. Pourquoi ne pas avoir gardé un aileron de 1,80 avec donc du coup 10 cm de marge de chaque côté, quoi. Oui, bon, peut-être qu'on va revenir, on fait que ça en fait, hein. On a des grands ailerons, on les réduit, il y a des années où c'était ridiculement petit, on aurait dit à peine une petite moustache sur les Formule 1. Et maintenant on a des monstres. Maintenant on a des monstres, Regarde en 2008 les designs qu'il y avait, avec les petites ailettes sur le museau à l'avant, t'avais l'aileron à l'arrière, t'avais l'aileron sur le dos. Ouais, l'idée d'ailleurs clairement du règlement qu'on aura l'année prochaine, c'est de supprimer tous ces appendices aérodynamiques qui sont un peu l'aileron avant déjà, trop. Déjà l'aileron avant depuis l'année dernière ça a été vachement simplifié justement. Et ça le sera encore plus l'année prochaine. Voilà, donc on verra bien. Toujours pas de Ferrari. On voit le public. On a probablement un des directeurs de Ferrari. C'est Piero Ferrari. Qui fait un petit speech. Le sponsor qui est toujours là. Mission Win Now. Mission Win Now. Gagner maintenant. C'est pas mal, c'est pas mal. Philippe Maurice. Hein. Oui, voilà. Aussi. Ah, attention, oh là là, quel hommage, tout le monde se lève. Magnifique. Pas d'Annette ou quoi? On ne sait pas ce qu'il a dit, hein. Parce qu'en fait, nous on n'entend pas, il faut quand même préciser à nos auditeurs. Non. Si c'est en italien, on va pas tout comprendre. Donc, Si, tu parles italien, toi? Il est plus italien que moi, tu vois. Ah bah voilà, j'ai une team d'Italiens, quoi. Retour sur la As 2020, on va retrouver aussi un nouveau design de rétro, amélioré en fait. On voit pas bien si c'est un petit aileron, s'il y a un petit espace entre le dessus et le... Ouais, je pense que ça va être comme les copié un petit peu sur les Red Bull. Ouais. Où t'as l'espèce de petite aération entre le haut de la coque et le miroir. Ouais, j'aimerais voir plus en détail ce rétroviseur. Ça a l'air... Ouais. Ça ressemble, enfin moi quand j'ai zoomé sur la photo, après ça s'est un peu pixelisé, mais c'est ce que c'est. Mais j'ai l'impression que bon déjà Ferrari un peu, mais c'est vrai que As aussi ils ont tous énormément copié sur Red Bull, même l'arrière qui est hyper quasiment hyper levé avec le diffuseur incliné. Au châssis, c'est vrai que c'est un peu la référence quand même. Oui, c'est ça. Donc bon, As essaye de. Maintenant, ça a beaucoup de nouveautés. Si tu regardes la photo de profil de la As par rapport à celle de l'année dernière, tu vois qu'elle est beaucoup plus piquée, quoi. Il y a beaucoup plus d'angles. Exactement. C'est quelque chose, ouais, c'est aussi une nouveauté, c'est que ouais, on retrouve beaucoup plus d'orientation. Le musée de As, le museau est beaucoup plus incliné, beaucoup plus vers l'avant. Mais ça, Red Bull le fait depuis 2009-10. Est-ce que c'est pas une prise de risque? Parce que là, on va vers quelque chose. Non, je pense pas. Tout le monde tend vers cette tendance-là. Il suit le mouvement, c'est tout. Et puis As, qu'est-ce qui pire ils peuvent pas faire, donc je pense qu'il faut qu'ils tentent. Le problème de la As l'année dernière, c'était pas forcément le châssis en lui-même. La voiture était bien née, on l'avait vu à Barcelone. Le problème, c'est qu'elle marchait bien en conditions fraîches, mais après ils n'arrivaient pas à faire fonctionner les pneus. Et le problème, c'est qu'il faut voir si les modifications dont tu nous parles là vont leur permettre de mieux exploiter leurs pneus. Voilà, ils avaient un gros problème, c'est qu'ils décrochaient de l'arrière dans tout ce qui était partie lente et partie moyenne, on va dire moyenne vitesse moyenne. Et lors des freinages aussi, ils perdaient l'arrière. Je sais pas pourquoi, ils partaient comme ça, coup de raquette et tout. Le fait d'être incliné, ça ramène beaucoup plus d'appui à l'arrière. Donc déjà, ça devrait régler un peu ce problème-là. Maintenant, ils ont beaucoup d'éléments qu'on connaît, parce qu'on les a déjà vus sur des Ferrari, on l'a déjà vu. Ils vont assembler tout ça, on est un peu sur un système Red Bull conventionnel, donc maintenant, à voir comment tout ça va se jouer, comment ils vont pouvoir interpréter et travailler avec tout ça. Notamment quelque chose qui est repris de Ferrari aussi, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, la prise d'air qui est triangulaire. Donc là, on va avoir une copie de ce qui est venu de la Ferrari 2019. Mais ils doivent avoir, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3 orifices d'office. Et elles doivent être maintenant triangulaires. Okay. Mais ils doivent avoir 2 trous à l'intérieur de cette partie. Ok, bah là on va forcément retrouver un design à la Ferrari puisque c'est entre guillemets la petite sœur quoi.
Oui, c'est sans surprise, en fait. Voilà, oui. C'est ça. On retrouve toujours plus ou moins, entre guillemets, une Ferrari. Autant on est étonné parce qu'Alfa Romeo, ils innovent quand même, ils font quand même des choses un peu différentes de Ferrari, alors qu'on pensait franchement que ça allait être une Ferrari B. Heureusement, avec la soufflerie qu'ils ont, s'il te plaît. Utilise la soufflerie de Ferrari, donc ça va vite, une feuille qui reste sur la table. Ah tiens, ils ont oublié leur feuille. C'est le même groupe, même moteur, voilà, on aurait pu dire qu'Alfa Romeo était une Ferrari B, ce qui n'est pas du tout le cas. En revanche, ça reste une Sauber qui est rebadgée Alfa Romeo. Voilà, et As, c'est une Ferrari B mélangée avec une Alfa Romeo B qui essaie de faire un système conventionnel Red Bull, donc à voir. On va voir ce que ça donne. Moi j'imaginais quand même beaucoup plus de collaboration entre As et Ferrari, parce que Ferrari pourrait aussi en tirer profit. Par exemple, donner vraiment la As comme un laboratoire. Alors que là, j'ai pas l'impression que Ferrari utilise cette possibilité de tester des choses chez Alpha et chez As et ensuite avoir du retour. Alors que ça reste un championnat des constructeurs. Ils sont quand même obligés de se battre pour un truc. S'ils commencent tous à se faire, moi je te fais ci, toi tu me fais ça, machin. À quoi bon après derrière? Hormis le fond plat d'Alara, ils récupèrent déjà le moteur, la boîte de vitesse, les MGU, tout le train arrière, des ailerons, des éléments aérodynamiques. Ils récupèrent déjà tellement de choses de chez Ferrari, c'est même plus un partenariat à ce niveau-là, c'est un jumelage. Jumelage. Pas mal. Enfin, un jumelage unidirectionnel. C'est que As qui pique chez Ferrari. Non, parce que Ferrari dans le deal récupère des machines-outils de chez As. Dans leurs usines. Oui, c'est vrai, ça faisait partie du deal. C'est aussi pour ça que ils ont été chercher cet échange-là. C'est parce que les machines-outils pour fabriquer des pièces de chez As sont très très réputées aux États-Unis. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a réussi à monter son écurie de NASCAR avec quatre bagnoles et machin. Donc du coup, il y a quand même un intérêt. Détrompe-toi. Oui, c'est des petites choses qu'on voit pas forcément. C'est comme Williams qui donne des pièces, qui fournit des pièces à beaucoup d'écuries. C'est pas la même entité que l'écurie de Formule 1. Exactement. Mais voilà, mais là on va. Comme McLaren, ils ont aussi une autre entité qui n'est pas celle de Formule 1. On va retrouver des partenariats un peu similaires, quoi. C'est plus des partenariats techniques. Ouais, voilà. Qui sont moins visibles entre guillemets pour les spectateurs lambda, mais qui ont un rôle important, quoi. Je voulais notamment aussi parler, toujours à propos de l'As, de deux nouvelles choses. Ça sera donc l'affinement des pontons. On va retrouver une As un peu moins large. Et ensuite, l'aileron arrière, qui avait été testé en fin d'année dernière, qui va être définitivement adopté. Ouais, bon, s'il l'adopte, c'est que ça va fonctionner. Donc déjà, ils ont eu des bons résultats, va être réglé. À Abu Dhabi, ils avaient des résultats concluants de leur test de pièces. À Abu Dhabi, donc bon. Alors, pour revenir quelques secondes sur le live, on a des gymnastes. Non, c'est des danseurs. Oh, pour faire ça, il faut être. En fait, c'est le grand cabaret. En fait, c'est plus. Il est où Patrick Sébastien? Sortez de là. On a le show. Maintenant, on a les gymnastes. Ah, pardon, les danseurs. Je pense pas qu'on la verra avant. Non, au rythme où ça va, je pense que. Oh, on va rester. Leur envoyer un mail là pour qu'ils se dépêchent un peu. On va rester jusqu'à 20h. Donc, on a eu la As qui a été dévoilée cette semaine, mais également la Mercedes en photo. Qu'est-ce que vous pensez de ce. Qui en dit long? Bon, c'est qui en dit très très long. Non, je ne suis pas d'accord. On ouvre les débats. Pourquoi? Parce que Martial pense que Mercedes va rester peu de temps encore en Formule 1. Et je pense alors que là, comme on a un partenariat qui est signé pour le long terme, a priori, on voit ça plutôt comme un signe d'engagement sur le long terme. Bien sûr. Ça a été avoué par Toto Wolff. Non, alors Toto Wolff a avoué. Là où c'est bizarre, là où c'est discutable et c'est un petit peu surprenant, même je dirais d'un point de vue extérieur, c'est quand tu vois qu'ils amènent un budget, donc le nouveau sponsor Ineos pour le citer, amènerait apparemment un budget qui serait supérieur à ce que Petronas amène eux-mêmes. Malgré que Petronas reste dans le nom, mais il rajoute aussi Ineos dans le nom, ça devient aussi sponsor titre, parce que... Ah oui. Oui. Et du coup, parce que le contrat avec Petronas, normalement, s'arrête à la fin de la saison. Donc, est-ce que c'est pour préparer le remplacement, l'alternance, le passage de l'un à l'autre, ou est-ce que c'est simplement... Parce qu'il faut savoir aussi que la part que Daimler, donc qui est propriétaire de la marque Mercedes, ne verse que 26,2 millions d'euros ou de dollars dans l'écurie. Ce qui fait bien peu par rapport à un budget un quart du budget de l'écurie qui est ramené par tous les sponsors. Peut-être, moi, je sais plus exactement. Et donc, du coup, c'est comme malgré tout signe d'une écurie en difficulté financière. Voilà. Pour moi, qui cherche une transition. Ouais. Martial, je pense que ça peut venir vers cette transition. Ton point de vue. Ouais, parce que selon moi, ça reste quand même politique. On avait Toto Wolff qui disait, et qui faisait un peu du chantage avec ça. Il disait, on décidera.
en fonction des nouveaux accords Concorde qui vont arriver. Ça, c'est ce qu'il disait il y a encore une semaine. Maintenant, il vient et dit oui, on a signé pour 5 ans, c'est ça ? Voilà. 5 ans. Maintenant, on a signé pour 5 ans. Alors, tu veux dire quoi, Toto Wolff ? Tu veux dire, finalement, c'est bon, les accords Concorde, faites. On pourra pas vraiment négocier. De toute façon, on reste. Comme c'est toujours le cas vraiment, c'est qu'il a eu des réponses. Vraiment partir. En disant nous, on reste, il mettrait en danger, on va dire ça comme ça, son argument, sa carte majeure lors des négociations des accords Concorde. Or, pour moi, c'est juste politique. Il faut quand même toujours rassurer les fans. Il faut toujours évidemment. Et voilà. Et donc, ça reste du politique. Maintenant, j'attends les accords Concorde pour vraiment savoir est-ce qu'ils vont vraiment partir ou comme il disait, peut-être changer d'écurie, renommer autre chose, faire une transition, on verra. Et à mon avis, s'ils ont annoncé un accord de partenariat majeur, qui plus est pour 5 ans, c'est que déjà, ils partent pas à la fin de la saison. Sinon, je vois pas l'intérêt d'annoncer ça en grande pompe, dans un événement, en louant un hôtel à Londres, machin et tout, en faisant un truc en grande pompe. Tu vas pas faire tout un pataquès pour un sponsor titre. Alors, si tu te barres. L'usine de Brackley, oui, elle va rester. Maintenant, Mercedes, c'est le nom Mercedes, au final. C'est ce qu'on disait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que le nom Mercedes va rester? Il suffit juste d'une petite crise financière, d'une baisse des ventes, d'un modèle qui marche pas pour trouver l'excuse, d'une usine qu'on doit réduire le personnel pour trouver l'excuse de partir de la Formule 1. Surtout qu'il leur trouve après, Toto Wolff pourrait toujours rester avec Lewis Hamilton et toute l'équipe, c'est un autre nom. Ça, c'est possible. Mais Mercedes même, l'écurie est possédée à 30% aussi par Toto Wolff, C'est ça. En plus, on en disait, il y a pas si longtemps que ça, il était en train de parler d'une éventualité de départ de Mercedes, de pouvoir. Il y a 60% qui appartient à Daimler, il y a 30% qui appartient à Toto Wolff et il y a 10% qui appartenaient à feu Niki Lauda. Mais les parts de Niki Lauda ont été rachetées par Mercedes. Donc c'est 70-30. Sacré poids. Je suis tout doucement en train de regarder si on va passer sur le live Ferrari ou pas. Il y a Binotto qui est là. On a Binotto qui est là. Voilà, un peu d'image rétrospective. Ouais, parce qu'ils sont en train de plus de foutre en l'air notre planning, là, quand même, de rien. Non, c'est bien. Continuons. On n'a pas parlé de moto. On a encore du temps. Mais oui, on n'a pas donné la parole à Olivier. Ouais. Il a travaillé dessus. Voilà, surtout qu'on a eu un mais on t'arrête, là, voilà. Non, je plaisante. Surtout qu'on a eu un week-end très chargé en termes de moto, puisqu'il y a eu les essais de pré-saison ce week-end. Effectivement, c'est un rouleur de roue à Sepang sur le circuit de Malaisie. Donc pendant les 3 jours, les premiers essais officiels tests hivernaux. Donc pour faire simple, le vendredi, le samedi, le dimanche, un seul homme est resté en haut de la feuille des temps. Attention, Marseillaise. Aussi. Quartararo. Fabio Quartararo, le jeune Français. Oui. Donc il a dominé les 3 séances. Alors à chaque fois une petite avance sur la concurrence, mais bon, c'est quand même, je pense, déjà. Et la première journée avec la moto de l'année dernière. Avec la moto de l'année dernière, première journée perturbée par la pluie, donc on s'est dit bon. Les autres n'ont pas pu améliorer, mais au final, il a refait ça le samedi et le dimanche. Sur le sec. Sur le sec. Quid des favoris, entre guillemets. Marc Marquez, il a signé le 12e temps, le 9e temps et le 16e temps. Mais il a été opéré, voilà, il roule déjà encore un peu blessé à l'épaule. Et après, surtout, il a quand même avoué qu'il n'était pas. Il y avait cet aspect blessure, mais aussi que la moto en tant que telle ne lui convenait pas à 100% pour pas encore à 100%. Mais en tout cas, au niveau des chronos en eux-mêmes, c'est en dessous de la seconde. De toute façon, ça passe de 7 dixièmes à 4 dixièmes, donc il y a de l'amélioration. Il faut noter quand même 2 chutes pour Marc Marquez durant ce week-end. C'est assez difficile de chuter sachant que tu viens de te faire opérer. Voilà, mentalement, donc, ça doit être mentalement, c'est pas évident, mais bon, il est, on va dire, habitué à ça, Marc. Voilà. Ça fait partie du métier. Il est régulièrement devant son frère pour le moment, qui est un peu plus en difficulté quand même. Oui, normal. Mais c'est normal, il apprend, et d'ailleurs Lorenzo a eu du mal à apprendre la Honda HRC, donc alors, ça doit pas être évident quand même, je pense. Olivier, je te coupe tout doucement parce qu'on a la lumière. Non, c'est juste non. C'est encore des danseurs. Non. Pas encore ? Oui. Oh là. Décidément. Bon on continue notre MotoGP. Voilà, et donc parlons de Valentino Rossi. Il est resté dans les cordes, on va dire, pas si loin que ça de Quartararo, 6 dixièmes de retard, 5 dixièmes, puis 192 millièmes, donc ça a été une amélioration également pour Valentino. Quels sont ses retours par rapport à la moto ? Alors, pour le moment, plutôt pas mal. Alors, il reste. C'est ce qu'il disait. Un bon feeling. Donc, maintenant, à voir également les prochains essais. Mais bon, ça commence plutôt pas mal pour lui. Ducati, du bon et du moins bon. Les pilotes Ducati officiels, pour le moment, sont un peu en retrait.
La meilleure Ducati, c'est Jack Miller sur Ducati Pramac, donc la deuxième écurie Ducati, qui s'est classé deuxième lors de la journée du samedi, à 69 millième de Quartararo. Pas mal. C'est pas beaucoup. Et ce que je voudrais souligner également, c'est Suzuki. Ça pourrait être une des belles surprises avec Alex Rins, qui avait remporté 2 Grands Prix déjà en 2019, et qui s'est classé 2 fois 3e, pas très loin de Quartararo. Donc il y a de la régularité pour Suzuki. Et pour Rins, qui pour moi devient un très bon pilote MotoGP. Après, toi, Olivier, qui a de l'expérience sur la MotoGP, est-ce que ces tests hivernaux veulent dire quelque chose, ou alors on est un peu comme dans la Formule 1, ou dans le sens où voilà, c'est que des tests et au premier Grand Prix, il y a Marquez qui va mettre une pilule à tout le monde? Alors, pour moi, c'est que des tests. Évidemment, Marquez, il peut faire même le 15e, le 16e tour, il sera là, quoi qu'il arrive, au Qatar, au premier Grand Prix. Mais je pense quand même que Quartararo, devant à chaque fois, c'est signe que la moto et lui-même, ça peut faire très mal cette année. Donc c'est intéressant en tout cas. Bonsoir aux personnes sur Facebook et notamment à Delphine et Francis qui essaie de vanner de vanner Martial. On a des images tout doucement. Oui. Ça y est, on a une nouvelle couleur des casquettes avec une bande blanche au milieu. Ouais, c'est parti, on les voit enfiler la combinaison. Bon allez, on suit le live. Oh oui. Présentation des pilotes pour le moment. Ouais, voilà, présentation des pilotes, le nouveau volant. On n'aura pas vu grand-chose. Donc c'est assez original parce qu'on a un mélange entre de la Formule 1 et de la musique. Ouais, on va pouvoir éventuellement des nouveaux sponsors, peut-être, à l'image. Ça va le faire, avant 19h. C'est possible. Donc, vu les combinaisons des pilotes avec le gros Mission Winnow sur le devant, donc on peut s'attendre à 2 livrées différentes cette année, une avec et une sans. Une avec, en fonction de la législation par rapport au tabac, parce que certains pays pensent que Winnow ressemble trop au logo, par exemple, de Marlboro, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas autorisés. C'est parti, retour au live. Alors, est-ce qu'on va enfin avoir la vue sur cette nouvelle Formule 1? Il en avance sur moi, c'est bon. Martial. Alors déjà, le nom est bien SF1000, on avait le doute, mais finalement... alors on retrouve le Ray-Ban. Beaucoup de similitudes à l'avant avec l'année dernière. Ouais, donc aux couleurs rouge mat. Alors, on est beaucoup dans le sombre là encore, on voit pas bien. Il y a le rond de requin qui est beaucoup plus haute que l'année dernière. Le numéro qui reste comme l'année dernière, ouais. Pas beaucoup de nouveautés au final. Il fallait s'y attendre pour le moment. Ferrari, ouais. Ouais, elle a l'air d'avoir toujours cette couleur mat. Voilà, l'aileron de requin qui est un peu plus grand. Ouais, on disait tout à l'heure avec le numéro. C'est une fière présentation avec le numéro 5 à l'avant, le numéro 16 à l'arrière, c'est pas mal. Ouais, voilà, l'aileron de requin qui a un peu changé au-dessus, bon. Bon, esthétiquement, il faudrait l'avoir à la lumière là, pour voir les soubassements. Ouais, j'espère qu'on va avoir. On a beaucoup de noir aussi sur le bas. Le diffuseur, un T-Wing normalement vers le bas, non. Ouais, on voit pas bien. Il faudrait qu'ils mettent pleine lumière. Le halo couleur carbone, a priori. Ouais, avec une ouverture. Non, les dashboards ils sont pas aussi simplifiés que ça. Le halo l'année dernière, il était rouge ou noir? Non, il était déjà comme ça. Ok, d'accord. Il était en carbone ou il était noir? Il était déjà en carbone. Ouais. Bon, voilà, une SF1000. Qu'ils la mettent en pleine lumière. Là, alors pourquoi le 1000? Pour la millième course. Voilà, cette année, Ferrari va participer à sa millième course. Alors il y a un petit débat parce que les statisticiens ne sont pas tous d'accord sur parce qu'avant c'était pas la millième course. Mais voilà. On retrouve le numéro 5 collé devant, il est grossier par rapport au reste de la voiture. Oh mon dieu. Mais c'est fait pour justement bien le voir aux caméras. Et ça, on risque de le voir sur toutes les peintures mates, notamment Red Bull également. Un aileron à 5 niveaux. C'est la dernière fois qu'on va retrouver. C'est dans le détail en fait qu'on va bien voir les différences. On dirait qu'elle est plus fine au niveau du bout du ponton. Ouais. Juste en dessous du numéro. C'est un design c'est la dernière fois qu'on va avoir un design aussi complexe parce qu'avec la nouvelle réglementation l'année prochaine, on aura un aileron avant beaucoup plus simple. Aussi complet. Ouais, ce que je disais, les dashboards ils sont pas aussi simplifiés que ce que je pensais. Non, elle a l'arrière qu'aussi relevé. Ça y est, ils la mettent enfin en lumière. Elle a fait 5-6 tours dans le noir pour ceux qui nous écoutent qui peuvent pas voir. Tout doucement. Mais tout doucement, ils éclairent. Toujours cette petite coupe dans l'aileron avant sur les pans latéraux. Bon, on retrouve un modèle assez proche du modèle qu'on connaît, le modèle de 2019. Je pense qu'il fallait s'y attendre. Pas de grands changements encore. Oh, les pontons la prise d'air qui a l'air très petite. Finalement, c'est dans le détail qu'on va faire la différence. Elle a l'air d'être quand même bien travaillée. Alors, on parlait de 2 monoplaces chez Ferrari à un moment. Donc, on verra bien. Pour les essais hivernaux, Pour les essais hivernaux, donc...
Bon, on verra. Il y a que à Barcelone. Est-ce que vous pensez qu'ici on peut avoir des coups de bluff entre guillemets sur certaines parties du véhicule? Parce que là, on est d'accord que nous, on est en train de commenter ça en direct, mais on n'est probablement pas les seuls dans le monde à regarder ça. Et peut-être que les ingénieurs, par exemple, de chez Mercedes, de chez non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Alors ils mettent peut-être pas tous les détails parce que je pense pas que c'est la voiture qu'on verra à Barcelone déjà sur la piste. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va changer, oui, effectivement. Mais je pense que c'est ce qu'ils appellent les chocards. Comme si tu regardes la livrée de la Mercedes qui a été dévoilée, si tu regardes la voiture dans le détail, tu vois que tu as une partie de 2017, avec une partie de 2018 et une partie de 2016. Ok, donc on est d'accord que sur les modèles qui sont là, c'était vraiment une présentation livrée. C'est plus la présentation. Bon, après, il y a l'air quand même. Là, il y a quand même des choses de cette année, c'est évident. Le T-Wing qui est intégré dans le mât de l'aileron. Ah non, c'est dans le bout du. J'arrive pas à voir, c'est dans une partie noire. Et... Non, c'est dans le bout de l'aileron de requin. Et il faudrait qu'on ait la chance de zoomer. Ah, ouais, voilà. Et ben voilà, il suffit de demander. Exactement. Ah, la partie verticale et la partie horizontale sont séparées, elles sont pas liées, ouais. Oh, la prise d'air sur le côté. Les rétroviseurs aussi, encore une fois. Les rétros sont retravaillés. Voilà. Bon, bah. On a l'impression qu'il n'y a que le museau avant qui a été le moins travaillé, le museau. Martial, pas trop de blanc, pas trop de vert, hein. Non, finalement, non, je m'entendais un genre de drapeau italien ou un truc comme ça, mais en fait, non. Moi, je suis un grand fan de la couleur mat. Est-ce que la couleur mat, c'est quelque chose qui vous plaît? Bon, si je m'y suis habitué. Non, c'est chiant à nettoyer. Mais... on s'en fout pour une Formule 1. J'ai eu la chance de voir la Red Bull mat, et franchement, en vrai, c'est vraiment très très beau, quoi. Donc là, une Ferrari rouge mat, ouais, bah il y a une question aérodynamique aussi, et des températures. Avec, on a quelques kilos en plus, je pense aussi avec la peinture mat. Bon, voilà, pas grand chose de nouveau, on retrouve les mêmes sponsors, hein, Shell, Ray-Ban. Pas de nouveaux sponsors, on peut noter. Ouais. UPS. Ouais, je sais pas si UPS était aussi visible par le passé. Mission maintenant en noir. Il y a toujours eu Shell, Ray-Ban et UPS sur les pelotons. Ouais, bon, bah voilà. Ouais, c'est du classique. Ouais. C'est ça. Je regarde la tête des pilotes pour voir si ça en dit long. Moi, je pense que la journée était longue pour eux. Ouais. Ils ont attendu, mais. Bon, non, ça a l'air d'aller. Bon, on verra plus en détail, on pourra là, on a une vue un peu plus sympa, on voit le T-Wing. Ouais, globalement, on reste sur du classique. Moi, de toute façon, les photos officielles devraient tomber, où là, on devrait voir un peu plus de détails, parce que là, en mine de rien, c'était quand même sombre. Les parties noires, on a du mal à les voir. On les aura sur Facebook, je pense, d'ici 15 minutes déjà. Oui. Ben voilà, ça sera quelque chose qu'on partagera avec ce nom. Voilà, bon, on aura vu la Ferrari au moins. Nickel. Merci, elle est contente. Ben voilà, je suis encore bien rentré. On a pu techniquement soutenir cette présentation, c'est sympa. Ouais, c'est une première. Ah voilà, Francis invite tout le monde à l'apéro chez Martial. Il est gentil, hein. À la semaine prochaine. Eh ben, écoute, bonne soirée, Francis. Bonne soirée. J'espère que tu es très content de cette Ferrari. Même si je sais que c'est pas vrai. Ouais, non, il est pour Renault. Voilà. Ok, bon bah, on va en rester là pour la présentation de la Ferrari. On garde la vidéo, mais on va s'arrêter là. Quelques news F1 pour terminer notre émission. Le rapport de la FIA sur le crash qui s'est déroulé à Spa en F2 est enfin sorti et au final pas de grandes révélations, pas de grande folie. Donc voilà, si vous voulez, il est disponible sur internet. Et enfin, ce qu'on disait, c'était que Mercedes, voilà, a priori engagé pour le long terme en Formule 1. J'ai fait le tour. On va faire à Paris. J'ai fait le tour. Les paris, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va mettre en place avant chacune des courses. On va essayer de mettre en place ça avec les auditeurs. On commence avec les essais hivernaux déjà. Ah oui. Ah oui. Les essais hivernaux. Ouais, non. Essais hivernaux, c'est trop. Ah si, c'est toujours Ferrari qui gagne. Les essais hivernaux. Le problème des essais hivernaux. Oh là, 1, 2, 3. Des essais hivernaux. C'est que, voilà, on sait pas quelle quantité d'essence, voilà. Ça va être difficile de pronostiquer et voilà. Mais dès l'Australie, on commencera nos statistiques, nos pronostics, pardon. Et enfin, je voulais conclure avec le calendrier sport. Donc du coup, il y a le rallye de Suède ce week-end qui était à 2 doigts d'être annulé et qui finalement va être couru, pas annulé. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de neige et qu'on ne s'attend pas à ça en Suède. Ils ont réduit ça, ils ont supprimé certaines spéciales, je crois. Ouais, le parcours sera fortement réduit.
Et on va retrouver aussi les prix de Mexico, les 14 et 15 février. Un petit week-end sportif. Oui. Voilà. Bien, ouais. Si vous n'avez pas envie de passer une Saint-Valentin ennuyeuse, vous pouvez aller devant les sports auto. Eh ben messieurs, merci beaucoup. Merci à nos auditeurs. Je suis merci content. à tous On a fait de une nous bonne avoir émission. C'était pas facile de gérer le live en même temps, c'est une première. mais c'est sympa. On va refaire ça. Peut-être même un grand prix en live, un de ces quatre. On pourrait faire ça, des petites choses comme ça. Un Grand Prix le mardi Ah, déjà de toute façon, mais bon. Dimanche, ça passerait pas. Non, on viendrait un dimanche matin Pourquoi pas. à discuter. Bah, si Charlie ramène les croissants. Oui, Ah. bien sûr. Les gars, merci beaucoup. On se retrouve mardi à vous. prochain à 18h. Et puis, bonne fin de semaine à tous. Bonne semaine à tous. À tous. Au revoir. Salut. Ciao, Au ciao. revoir. Infotrafic Lorraine et Frontières. Consultez en un coup d'œil l'état du trafic, les accidents, les bouchons et les contrôles radars. Soyez avertis à tout moment sur la page Facebook.